Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité de ce vendredi, le braquage ce matin à Lyon d'un fourgon de transport de fonds. Les malfaiteurs sont en fuite, le montant de leur butin serait de 9 millions d'euros selon le parquet. À quelques jours de la rentrée scolaire, une de nos équipes a pu assister aux derniers ajustements du rectorat de l'Académie de Lyon dans un contexte sanitaire inédit. C'est le long format de ce journal. Enfin, rencontre avec une jeune artiste peintre à la palette acidulée, Marie-Anita Gobet est la Benjamine de l'exposition Nature et Figures à Villefranche-sur-Saône. Elle nous a ouvert les portes de son atelier à Bizia, dans l'Ain. Il a suffi de quelques minutes pour que les malfaiteurs fassent main basse sur plusieurs millions d'euros. Un fourgon blindé a été braqué vers 9h ce matin dans le 7e arrondissement de Lyon, à Gerland. Une opération très organisée que nous racontent Mouloud Aïssou et Sandy Goldstein. Quelques minutes après l'attaque, la police scientifique effectue ses relevés. Selon un témoin, les braqueurs, qui étaient au moins 3, n'auraient pas utilisé leur arme de guerre, mais ont incendié leur camionnette qui bloqua le fourgon blindé, comme on le voit sur ces images amateurs. Dans le quartier de Gerland, qui longe la voie ferrée, quelques minutes avant 9h, alors que le fourgon blindé sort tout juste de la Banque de France avec son chargement de différentes coupures prévues pour le week-end, deux véhicules surgissent et enserrent le camion de la société Loomis. Les convoyeurs sont pris au piège, le feu les oblige à quitter leur fourgon. Les fourgons sont équipés pour résister aux tirs. Après là, ils ont enflammé le fourgon. Donc voilà. Après, n'étant pas sur place, je ne peux pas juger de la situation. Mais voilà, après, quand vous voyez le camion prendre feu, après, vous avez une réaction de survie aussi, peut-être. Les transporteurs de fonds sortent physiquement indemnes de ce braquage qui aurait duré moins de 3 minutes. Quand on se fait braquer dans ce genre de situation, généralement, les problèmes psychologiques viennent après, pas pendant. Il y a un soutien ? Voilà. Il y a un soutien psychologique de la part de l'entreprise, bien évidemment. Les braqueurs ont réussi à prendre la fuite avec leur butin, une somme en cours d'évaluation qui pourrait s'élever à 9 millions d'euros. L'enquête pour vol avec armes en bande organisée a été confiée à la police judiciaire de Lyon et, vu l'importance de l'affaire, également à la juridiction interrégionale spécialisée. Et les deux véhicules à bord desquels les braqueurs ont pris la fuite ont été retrouvés calcinés à Solèze, au sud de Lyon. Des nouvelles du feu de forêt autour de Montguers dans le sud de la Drôme. Cet incendie n'est toujours pas éteint. Il a déjà parcouru 200 hectares. Aucune habitation n'est menacée. Depuis 3 jours, près de 300 pompiers luttent contre les flammes attisées par le vent et une végétation très sèche. Les conditions d'accès au massif sont difficiles et il n'a plu pour l'instant que quelques gouttes. Plus de détails sur notre site internet aura.france3.fr. Grande opération de dépistage Covid aujourd'hui à Ferney-Voltaire dans le Pays de Gex. Contrairement au département du Rhône, l'Ain n'est pas classé en zone de circulation active du virus Covid-19, mais il connaît toutefois une recrudescence des contaminations, d'où la nécessité d'un bilan plus précis pour les autorités. La France doit convaincre la Suisse de ne pas fermer ses frontières aux travailleurs. Franck Grasso et Marine Zamit. C'est terminé. Je pense que je l'ai pas, mais il vaut mieux venir. Voilà, c'est important. Tout le monde devrait le faire. Et les tests se succèdent. Les 500 personnes espérées ne tarderont pas à répondre à l'appel. Un œil sur l'extérieur permet de mesurer l'intérêt pour cette journée de dépistage. Dans le Pays de Gex, il se dit que le virus est plus présent qu'ailleurs. C'est une zone de forte circulation internationale, il y a une population très brassée. Nous sommes à côté d'une agglomération, Genève, qui connaît une circulation du virus qui est plus importante que le département de l'Ain, mais nous nous en rapprochons doucement jour après jour. La Suisse se questionne justement. Berne souhaite imposer une quarantaine aux étrangers. Si les Français travaillant à Genève étaient concernés, ce serait impossible à gérer. Certains font donc la queue pour rassurer leurs employeurs de l'autre côté de la frontière. J'espère qu'ils ne vont pas fermer encore les frontières, parce que là, ça commence à parler de ça et ça va être compliqué. Nous qui sommes en Suisse toute la journée, on entend dire oui, il y a beaucoup de cas en France, mais il y a beaucoup de cas parce qu'on fait beaucoup de tests. Et il y a très peu de cas qui rentrent dans les hôpitaux. Donc c'est ça aussi qu'il faut leur faire comprendre. Je ne suis pas dans les secrets de Berne. J'espère simplement que cette campagne de tests va permettre d'avoir une vision correcte et exacte de ce qui se passe à Ferney et qu'ensuite Berne prendra la meilleure décision pour l'agglomération de Genève. Et voilà. Dans 48 heures, une fois que toutes les personnes testées auront leurs résultats, les autorités auront aussi une photographie plus précise de l'épidémie dans le Pays de Gex, ce territoire très
internationales. Et sachez que suite à un arrêté préfectoral, le masque est désormais obligatoire sur tous les marchés de l'Ain. Avec le port du masque, fini la lecture labiale pour les sourds et malentendants. Heureusement, une entreprise lyonnaise a mis au point un masque transparent, homologué par la Direction générale de l'armement. Ce masque, entièrement fabriqué en région Rhône-Alpes, est promis à un bel avenir dans les crèches, EHPAD et sociétés accueillant du public. L'histoire de ce succès avec Dolores Mazzola et Aude Henry. Dernier contrôle qualité pour ces masques de protection contre la Covid. Des masques transparents qui cartonnent et qui nécessitent surtout le savoir-faire de couturières expérimentées. Dans un premier temps, ce qui était difficile, c'était le mélange des 3 matières. Donc il y a le plastique, il y a le tissu et il y a le filtre. Donc c'était un petit peu compliqué au début. Et puis bon, on se familiarise vite après avec les produits et tout se passe bien. Baptisé Sourire, ce masque de tissu est doté d'une large fenêtre afin de voir les émotions. Nathalie, malentendante, en a eu l'idée pendant le confinement et il s'adresse à tout le monde. Lire sur les lèvres, c'est indispensable pour moi pour comprendre mon entourage. Et le confinement a bloqué cette communication avec les autres. Du coup, j'ai eu besoin d'ouvrir ce masque pour comprendre mon entourage. Filtrer, permettre de respirer, limiter la buée, ce masque aux normes AFNOR est le fruit d'un long travail de recherche et développement. Plus de 20 prototypes avant d'arriver à un modèle lavable pensé dans les moindres détails. On a décidé d'avoir un grand angle sur la bouche parce qu'il ne faut pas limiter à juste les lèvres, mais la lecture labiale est important de lire sur les joues aussi. Ça fait partie de la compréhension. Autre atout de ce produit déposé, il est fabriqué en entreprise adaptée et réalisé en circuit court. Tous nos composants sont français et du bassin lyonnais Rhône-Alpes et ils sont tous confectionnés en région lyonnaise, Rhône-Alpes également. 3 ateliers sur la ville de Lyon, un légèrement plus loin autour de Bourgoin-Jallieu. Avec le bouche à oreille, ce masque a déjà conquis un large public, déjà 10 000 ventes et beaucoup de demandes en perspective. Eux aussi devront obligatoirement porter un masque. Les enseignants feront leur rentrée lundi et nous avons choisi de vous montrer ce que l'on voit très rarement, les derniers ajustements au sein du rectorat de l'Académie de Lyon, à quelques jours de cette rentrée particulière, placée sous le signe de la Covid-19. Dossier signé Yaël Marie et Valérie Benet. Le calme, en apparence. Mais cette ruche bourdonne de l'intérieur. Diderot, ils avaient bien quelques places en première. Oui, absolument. Rez-de-chaussée du rectorat de Lyon. J'ai 2 emménagements secteurs. Qui sont chez toi ou chez moi, c'est pareil. Exact. La dernière commission d'affectation des élèves bas sont pleins. Ultime arbitrage pour ces chefs d'établissement du Rhône, réunis par secteur géographique. La fin de l'été réserve toujours son lot de surprises. C'est un nouvel arrivant tardif qui du coup arrive une fois que les affectations ont été faites. Et donc il faut qu'on réajuste par rapport à une réalité de capacité d'accueil. Et certains établissements de secteur sont pleins. Donc du coup on regarde au plus près où c'est qu'on peut affecter l'élève. Ampère a pris redoublant, je crois. La russe, Et il y a urgence. À 3 jours de la rentrée, 200 élèves sont encore sans classe. Alors malgré le Covid, pour être efficace, mieux vaut se réunir. On a pu échanger entre nous très librement, voilà. Et du coup, ça a gagné aussi un temps infini dans les appels téléphoniques. Plutôt que d'appeler un proviseur puis l'autre, on a échangé directement sur place. Et donc j'imagine que pour des parents qui sont en attente depuis quelques jours maintenant, ça va être un grand soulagement, puis pour les élèves aussi. Et après des mois de visioconférence pour cause de Covid, cette proximité a du bon. Et on a partagé des moments justement durs parfois, mais aussi très un peu dynamiques, stimulants, tous ensemble, mais en visio. Et là, le fait d'être tous ensemble dans le respect des gestes barrières, c'est vrai que ça crée une dynamique de rentrée qui est importante de recréer. 2 heures plus tard, chaque élève a sa solution. Pendant ce temps-là, au 5e étage, le recteur d'académie peaufine sa copie. Il n'y a pas de fébrilité, il y a en revanche une très forte mobilisation de l'ensemble des personnels et des services pour procéder à tous les petits ajustements. C'est le plus souvent un travail de dentelle.
Dans quelques minutes, Olivier Dugrip a rendez-vous avec des journalistes pour la conférence de presse de rentrée. Il a l'habitude, mais c'est sa première rentrée masquée. Quand je suis seul dans mon bureau, je le pose, mais dès que nous sommes plusieurs, le masque est de rigueur. La crise du Covid, une actualité qui complique cette rentrée 2020. Le protocole sanitaire a encore été actualisé la veille par le ministère. Port du masque généralisé pour l'ensemble des adultes. Une autre ombre au tableau. À 3 jours du retour des élèves, des postes d'enseignants sont toujours vacants. Les demandes des établissements scolaires arrivent ici à la cellule de rentrée, gérée par des anciens proviseurs. On a toujours la même tension aux abords de la rentrée, quels que soient les personnels, même s'ils ont de l'expérience, parce qu'il va nous manquer 1 ou 2 postes, en maths ou en français, peu importe, mais on a toujours l'inquiétude et de savoir avec qui on va partager ces professeurs, parce que là, il faut que les emplois du temps soient complémentaires. Un vrai casse-tête pour le service d'affectation des enseignants qui multiplie les coups de fil. J'ai un poste sur Trévoux, mais là c'est très loin, c'est un poste jusqu'au 12 décembre et qui sera sûrement à l'année, c'est un congé longue maladie. Vous avez 4h30 au collège du Revermont, 5h à Césaria, 5h à Villars-les-Dombes, donc ça fait 14h30 à l'année. Cumuler plusieurs postes vacants sans faire courir les enseignants contractuels. Un exercice d'équilibrisme plus tardif que d'habitude, car le Covid a repoussé les concours et ralenti le processus de recrutement. Certains, alors là c'est un petit peu de temps, c'est normal qu'ils se décident, mais c'est vrai qu'on doit affecter, donc on les presse un petit peu, mais ça se passe bien en général, ils nous répondent rapidement. Des ajustements de poste jusqu'à lundi, jusqu'à la dernière minute, pour qu'aucun professeur ne manque à l'appel. Autre conséquence de la crise sanitaire dans notre pays, l'annulation du marathon international du Beaujolais. Un choix de raison et évidemment une mauvaise nouvelle pour les coureurs, organisateurs et pour tous les professionnels de Villefranche-sur-Saône qui comptaient économiquement sur cet événement. Également dans l'actualité sportive, le loup dans le flou. 3 rugbymen du Lyon Olympique Universitaire ont été testés positifs à la Covid-19. Résultat, le match amical contre Clermont demain est annulé. Viken Somporov et Thierry Swiderski sont allés à la rencontre du président du club lyonnais pour faire le point. À une semaine de la reprise du top 14, le loup est plus que jamais dans l'incertitude. Alors que les Lyonnais ont connu leur meilleur exercice depuis 87 ans, le couperet tombe le 30 avril dernier. La saison 2019-2020 est annulée faute au coronavirus. Aujourd'hui, les doutes persistent et les inquiétudes demeurent pour le président Yann Roubert. Il faut regarder les choses avec lucidité. La situation du club financièrement est évidemment très fortement impactée, non seulement par la fin de saison dernière qui n'a pas pu se passer, où on aurait voulu défendre nos chances jusqu'au bout. Et évidemment qu'en plus de la frustration sportive, il y a le manque à gagner économique. Ce début de saison devant 5000 personnes, évidemment, va être un autre coup dur. Après, on espère que la situation ne va pas durer. Depuis juin, les joueurs du Loup suivent un protocole strict fixé par la Ligue nationale de rugby. Avec 3 cas positifs dans l'équipe, les entraînements collectifs ne peuvent plus avoir lieu. C'est donc de manière individuelle et en petits groupes limités à 10 maximum que les joueurs se préparent. Une intersaison bien singulière pour les résidents de Gerland, car si le club est autorisé à jouer son premier match de la saison, il le fera dans un stade limité à 5000 personnes, faute de dérogation du préfet. On aurait aimé être 12 000, ce qui nous paraissait raisonnable. On comprend évidemment que la préfecture a ses exigences et ses contraintes. Donc on en prend acte, on espère que la situation va s'améliorer. Après, chaque tribune sera cloisonnée, chaque tribune aura ses propres toilettes et buvettes pour éviter que les flux ne se croisent. Et puis il n'y aura pas plus de 10 personnes côte à côte les unes des autres. S'il y a un groupe qui vient à 3, il sera séparé par une place de chaque côté du groupe d'à côté. Les entraînements collectifs pourraient reprendre dès le 4 septembre, veille du match contre le Racing 92. Pas idéal pour la cohésion d'un groupe qui vise à réitérer les promesses de l'année passée. Côté football, coup d'envoi du championnat de Ligue 1 pour l'Olympique lyonnais qui affrontera ce soir Dijon à partir de 21h. Les joueurs de l'OL ne pourront pas compter sur Oussem Aouar. Le jeune milieu de terrain fraîchement sélectionné en équipe de France a été testé positif à la Covid-19. Il va déclarer forfait pour le match de ce soir et devra aussi renoncer au rassemblement avec les Bleus à partir de lundi.
C'est une tradition depuis plus de 700 ans. Mais compte tenu du contexte sanitaire, pas de foire à l'oignon de Tournon cette année. Qu'à cela ne tienne, le seul producteur de cette spécificité culinaire ardéchoise a tenu à organiser tout de même une fête dans l'enceinte de son exploitation. Reportage d'Hugo Chaplon et Stéphanie Von. Ils n'auraient raté ça pour rien au monde. Même privés de leur foire annuelle, les adeptes de l'oignon de Tournon étaient bien au rendez-vous pour acheter leur filet. Moi je suis tournonnaise, donc la foire aux oignons c'est quelque chose qu'on peut pas s'en passer entre guillemets quoi. Donc avec le Covid malheureusement, il y a d'autres impératifs, mais si on n'a pas nos oignons quand on est tournonnais, ça peut pas aller quoi. Les oignons de Tournon, c'est autre chose que les oignons qu'on achète dans le commerce. Hein. Ils sont doux, super, très 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 bien. La foire à l'oignon de Tournon, annulée cette année, aurait dû fêter sa 712e édition. Elle rassemble plusieurs milliers de personnes. Du coup, c'est dans les locaux du seul producteur du bulbe ardéchois que s'est tenue la vente. L'ambiance, ça clôture la fin des vacances, le début d'année scolaire qui va arriver, et puis la fin des récoltes, le début des vendanges. C'est vraiment une foire qui marque vraiment tout ça. Et c'est dommage que ce soit annulé à cause du Covid, malheureusement. D'autant qu'au-delà du folklore, c'est bien une spécificité culinaire qu'il faut défendre. L'oignon de Tournon, il est très différent d'un oignon siméane ou d'un oignon blanc ou d'un oignon paille ou de l'oignon de Cévennes. Voilà, et c'est bien de défendre les spécificités de chaque variété, quoi. D'ordinaire, le producteur d'oignons de Tournon écoule 6 tonnes de marchandises le dernier week-end d'août. Cette année, ce sera beaucoup moins, mais qu'importe, le petit bulbe ardéchois aura quand même eu droit à sa fête. Nature et figure, c'est le nom de l'exposition proposée cet été au musée Paul Digny à Villefranche-sur-Saône. Des tableaux de paysages du 19e siècle à nos jours. Parmi les peintres contemporains, nous avons choisi de vous présenter la benjamine des peintres exposés. Marie-Anita Gobet a 34 ans, diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Lyon. Elle crée des univers fantastiques et très colorés. Sylvie Adam et Benjamin Métral l'ont rencontrée dans son atelier à Bizia, dans l'Ain. Regarder un tableau de Marie-Anita Gobet, c'est comme pénétrer dans une forêt tropicale. Un monde luxuriant où se côtoient animaux, personnages, instruments de musique. Sur la toile, les pigments font vibrer la couleur. Elle prend le temps, dilue la matière pour chercher la fluidité, la transparence, une palette contrastée, acidulée. Tous mes tableaux partent d'une image mentale en fait. Et c'est fait de souvenirs, etc. Et cette couleur est aussi comme la sensation en fait, d'un flash de ce souvenir ou la sensation d'un corps ou d'un paysage. Pour composer ces tableaux, la jeune peintre a trouvé le cadre idéal dans la Bresse. Un ancien moulin au bord de la Vesle. Sous l'atelier, la rivière est une source d'inspiration quotidienne. L'eau, elle a un rythme qui est aussi très particulier, qui a aussi quelque chose de très musical, je trouve. Il y a quelque chose aussi dans l'eau qui est pour moi quelque chose d'une énergie vitale aussi, et qui est aussi lié au rituel. L'artiste construit des univers oniriques, symboliques. À contre-courant des modes, elle a choisi la sculpture, puis la peinture. Après un séjour au Mexique, entre fêtes et cérémonies, elle peint l'idée d'un paradis perdu. Il y a quelque chose de très musical aussi qu'on retrouve dans les instruments, qu'on va aussi trouver dans la couleur. Et il y a l'idée du mouvement aussi dans ces instruments de musique, qui fait aussi écho à la couleur et au mouvement de la toile et de ces personnages qui souvent sont en dérive. Avec son pinceau, elle dit soigner les maux du monde. Une représentation idyllique d'un monde intranquille. Dans quelques instants, le bulletin météo, puis ce sera l'heure du journal national avec à la une le port du masque désormais obligatoire partout à Paris et dans 3 départements de la Petite Couronne. Après Marseille, Toulouse et la capitale, Strasbourg annonce aussi la généralisation du port du masque. Dernier week-end de vacances scolaires, le secteur du tourisme reste en grande difficulté, mais certains départements ont su tirer leur épingle du jeu cet été. Vous verrez aussi que la France s'en est mieux sortie que ses voisins européens. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain dès midi.